Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle rencontre L'endroit où aller, où ce soir c'est une soirée spéciale Nuit de la lecture, parce que ce soir débute la 5e nuit de la lecture initiée par le ministère de la Culture et ce jusqu'au 24 janvier. Pour l'occasion, nous recevons les éditions Audiolib parce que sont sortis hier 2 livres en livre audio, les voici. Dans les geôles de Sibérie et Betty. Pour l'occasion, je reçois Johan Barbero, auteur et lecteur de son livre, et Audrey Dulster, qui est comédienne et lectrice du texte de Betty de Tiffany McDaniels, qui était sorti aux éditions Gallmeister, et le roman de Johan était sorti aux éditions Stock. Pour nous accompagner ce soir, en tout début, nous avons Camille Dochat, qui est responsable éditoriale des éditions Audiolib. Nous avons aussi une librairie partenaire ce soir, parce que les livres audio sont aussi distribués en librairie, et surtout en librairie. C'est la librairie Place Ronde à Lille qu'on salue, donc on salue nos amis lillois. Avant de donner la parole à Camille qui va nous présenter les éditions Audiolib, je rappelle à nos amis lecteurs, spectateurs qui peuvent poser des questions à Audrey, à Johan et aussi à Camille s'ils le veulent, par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Camille, bonsoir, comment ça va? Très bien, et toi Nathalie? Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques lignes ce que sont les éditions Audiolib? Oui, alors Audiolib est une maison d'édition qui ne fait que des livres audio. On existe depuis 13 ans maintenant, on fait partie du groupe Hachette Livres et on a un catalogue d'à peu près 1000 titres qui est très éclectique, qui comporte à la fois de la littérature blanche, comme on dit, du polar, des documents, des biographies, du développement personnel, un peu de jeunesse également. Voilà, donc c'est un catalogue très éclectique. Alors, moi, j'ai une première question. Comment on choisit les voix d'Audiolib? Comment tu as choisi Audrey? Bon, Johan, c'est l'auteur. Est-ce que c'est particulier? Comment ça se passe? Qui décide de ça? Alors, on est plusieurs dans l'équipe, l'équipe éditoriale, en fait, à cogiter. Pour chaque projet, on se demande quel serait le meilleur comédien pour incarner le texte. Alors, on fait attention à prendre quelqu'un qui peut ressembler au personnage principal, si c'est un récit, qui peut ressembler sinon à qui pourrait incarner la voix de l'auteur, si c'est un témoignage d'un auteur qui ne souhaite pas lire lui-même son livre. Et donc, souvent, on fait des castings, tout simplement. On connaît quand même beaucoup de comédiens maintenant, donc on sait à peu près, voilà, si on cherche, comme pour Betty, on cherchait une voix de femme plutôt jeune. Alors, jeune, ça peut aller les comédiennes ayant des timbres très différents, ça peut aller d'une comédienne qui a 20 ans à 40 ans, 45 ans, en fait, c'est très variable, mais nous, on sait à peu près comment sonnent déjà les voix des comédiennes qu'on connaît. Et puis voilà, on fait passer un essai de 5-6 minutes sur le texte et on choisit celle qui nous convient le mieux. En l'occurrence, on avait pensé à Audrey, mais je crois qu'il y avait 2 ou 3 autres comédiennes qui ont passé l'essai et c'est Audrey qui collait parfaitement au personnage de Betty. Et pour Johan, ça a été un peu différent puisque là, c'est lui qui nous a proposé de lire lui-même son texte et nous, ça nous a tout de suite beaucoup plu parce que comme c'est un récit personnel de sa propre histoire, ce qu'il a vraiment vécu, c'était vraiment le mieux placé pour porter ce texte. Est-ce qu'il arrive que des auteurs refusent que leur livre soit lu ou soit mis en Audiolib? Est-ce que ça arrive, ça? Alors, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois, c'est vraiment très rare et on n'a jamais trop les raisons, on ne sait jamais trop pourquoi, mais c'est rarissime. J'ai un exemple en tête, je ne vous donnerai pas le nom, Non. mais voilà, c'est très très rare. Et En une autre général, question. ça leur fait plaisir quand même. Alors, vu que là, Betty est lue par une femme, est-ce qu'il est possible que Betty aurait pu être lue par un homme? Est-ce que c'est vraiment obligatoire qu'un livre plutôt à tendance féminine soit lu par une femme? Alors, c'est vrai que nous, on prend plutôt ce parti pris-là de représenter le personnage principal et en plus, l'auteur étant une femme, il y a quand même une écriture que je trouve plutôt féminine dans Betty. Donc, on pense qu'une comédienne se coulera plus dans la sensibilité du texte. Maintenant, il y a pas de règle, on ne s'interdirait pas non plus de prendre un homme si jamais le personnage principal était une femme. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé notamment pour des polars, même si l'enquêtrice est une femme, de prendre une voix d'homme pour installer plus l'ambiance polar, un peu plus oppressante, que les gens aiment bien. Parfait. Alors moi, je vais m'adresser à Audrey et à Johan. Alors, 2 audiolibres, les voilà, ils sont sortis hier. 2 performances exceptionnelles parce que j'ai envie de dire, qui d'autre que toi, Johan, pour lire ton livre? Est-ce que tu aurais aimé qu'un comédien, justement, lise ton livre ou il fallait que ce soit toi, vraiment toi? Non, moi j'aurais accepté qu'un comédien le lise aussi. Hein. J'aurais pas posé mon veto. C'était pas moi ou rien. Hein. Mais ça me plaisait beaucoup de le faire, oui. Oui.
parce que je suis sensible déjà le livre audio, j'en ai écouté beaucoup. Alors c'est une des histoires que j'ai racontées à Camille quand on s'est rencontrés. Quand j'étais coincé à l'ambassade, donc c'est la fin du livre, pendant un an, ben, j'ai regardé, vu beaucoup de choses et j'ai aussi écouté beaucoup de livres audio. Euh, et puis, enfin, comme beaucoup d'auteurs, mais quand j'écris moi-même, je le dis mon texte. Je passe toujours par une phase où je le dis, et même beaucoup en fait. J'ai besoin de beaucoup le lire pour être certain que ça sonne, que la phrase est juste. Donc ce travail, voilà, m'intéressait. Et Audrey, vous, comment vous êtes prêt? Est-ce que vous, le texte, quand on vous a proposé de faire la lecture de Betty, est-ce que c'est un texte que vous aviez déjà lu auparavant ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, c'est un livre que j'ai découvert au casting. J'ai découvert un petit extrait au casting. Et donc, effectivement, on a quelques minutes à préparer quand on arrive dans le studio. On nous parle un petit peu du livre, un petit peu du personnage principal. Et puis, après la lecture, par contre, et l'ingénieur du son qui était dans le studio et moi-même, on s'est dit, ouh, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Donc, prise ou pas prise, j'aurais de toute façon lu le livre. Mais il se trouve qu'effectivement, là, pour les besoins de l'audiolivre, je l'ai lu, mais voilà, sans aucun regret, j'avoue. C'est Est-ce une que belle toi, expérience. ouais. Est-ce que toi, Yoann, tu écoutais des livres audio avant de faire cette expérience avec Audiolib? Oui, bah oui, c'est ce que je disais. Alors notamment, je m'étais fait cette expérience à l'ambassade. Je m'étais écouté La Recherche du temps perdu en entier, intégrale. Ah oui. Mais bon, c'était une période où j'avais le temps eh bien, j'avais adoré cette expérience. Alors c'est pas, pardon, je cite la concurrence, Camille. Mais je t'en prie, ils font des choses très bien. Mais Yoann, c'est un élément perturbateur. Hein, on le Mais sait, il fait des trucs. C'est un électron libre. Vas-y, Yoann, vas-y. mais alors la recherche, oui. Alors, j'ai adoré cette expérience d'écouter chaque jour, mais je l'ai fait en plus en mode un petit peu obsessionnel. Je devais l'écouter 5 heures par jour, hein. Donc je l'ai fait. Et j'ai eu pas. Alors bon, je ne citerai pas. Il y a plusieurs lecteurs, un par tome en fait, hein. Et j'ai fait cette expérience. Alors ben, je vais dire ce que j'ai aimé. Il y avait Lambert Wilson où j'adorais sa partie. Et puis à un moment, il y a un tome sur lequel je suis tombé et la voix ne passait pas. Je trouvais que c'était pas ça, que c'était pas. Et donc, donc voilà, il y a les deux expériences dans le livre audio. Des fois, il y a une voix qui ne nous plaît pas. Enfin, je veux dire, les sensibilités ne sont pas universelles, hein. On peut avoir une voix tout d'un coup qui ne correspond pas à l'image qu'on se fait ou qui ne nous touche pas, qui ne nous emmène pas dans le texte. Donc oui, j'étais déjà très sensible à ce travail de la voix. Ouais. Alors, on va parler de la préparation. Quand je vois que Betty, il y a 16h56 deux CD. Alors voilà, un audiolivre, ça se présente comme ça. Voilà, vous avez les deux CD. Comment on se prépare, Audrey Dulster, pour passer 16h56 derrière un micro et lire un texte? On se prépare comment? Comme quand on est au théâtre, parce que vous êtes comédienne. Vous avez fait le Conservatoire national de Liège, si mes souvenirs sont Oui. bons. Oui. Comment on se prépare pour faire une lecture comme ça? Évidemment, ça dépend de chacun. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, j'ai besoin. Donc, je lis les chapitres et puis je, j'avoue que je surligne les dialogues, j'essaye de ponctuer le texte. Je sais que je vais avoir un peu peur de voir des pages euh, avec les mots sans avoir mes petits repères visuels. Donc, je suis quelqu'un d'un peu, c'est un peu didactique, j'avoue. Je sais que certains, ils lisent le début du roman et qu'en étant déjà, ils aiment bien se laisser surprendre. Et donc, en ayant lu les 2, 3 premiers chapitres, après, ils se laissent aller et ils arrivent à découvrir le texte derrière le micro. Moi, je sais que je suis plus. Voilà, je prépare quand même beaucoup, beaucoup à la maison. Donc, je le lis ouais, 2 ou 3 fois. Et en comptant la... Pardon? Combien de temps vous avez passé pour faire cet enregistrement là, de 16h56? En studio, vous voulez dire? Ouais, en studio, ça prend combien de temps? C'est long? 16h56 plus les ratages, donc plus, je ne sais pas, je crois que j'ai travaillé 4 ou 5 jours complets en Ah studio. oui.
Ouais. Donc, Mais alors, elle a été meilleure que moi parce que moi, j'ai mis le même temps pour, pour 2 fois moins. Mais ça dépend en fait. Il y a des livres avec moins de mots, mais qui sont plus difficiles à lire. On se rend compte pendant la lecture qu'il faut faire beaucoup plus de rupture, que le texte, voilà, doit être chaque texte est travaillé différemment. Et en fait, après le premier enregistrement, souvent on trouve alors la façon de travailler. C'est vraiment une expérience différente à chaque livre. et toi, Johan, tu t'es préparé comment? Parce que c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué de lire son propre livre? Est-ce qu'on a peur justement de lire à voix haute devant... Tout le monde va écouter son ressenti personnel. Oui, oui. Alors, il y a plusieurs choses parce que moi, j'avais déjà commencé à m'en détacher un peu. C'était plusieurs mois après la sortie j'étais dans ce moment où j'avais plutôt envie de m'en détacher, de passer à autre chose. Et je me suis dit, bon, bah, très bien, je vais le lire une dernière fois et là, je passerai vraiment, je tournerai vraiment la page. Donc, bon, bah, le texte, évidemment, je le connaissais. Donc, moi, je me suis justement pas trop préparé. J'ai pas essayé de le lire, relire à l'avance. Je voulais voir ce qui allait se passer en studio. Mais bon, c'est très particulier. C'était pour, euh, pour ce livre-là, quoi. Si j'avais lu un autre texte que le mien, j'aurais sans doute fait différemment. Je me serais sans doute préparé. Là, je voulais essayer de le redécouvrir en quelque sorte en le lisant et puis il y a des moments en fait où je me suis remis dans des émotions assez fortes pendant la lecture. Et je sais que si je m'étais préparé, j'aurais sans doute pas retrouvé ça, ou pas de la même manière. Je savais qu'il y avait des moments voilà, qui allaient être compliqués à relire. Parce que c'est pas du tout la même chose de lire en public un passage assez court ou de se replonger dans les 7 heures de lecture. Donc là, j'ai refait l'expérience en quelque sorte. Donc, je l'ai vécu comme ça. C'était très bien. J'étais dans une petite cabine. On éteignait la lumière. Il y avait juste une petite lumière sur le texte. Et il y avait un côté comme ça un peu monacal, j'ai envie de dire. Ça te rappelait des choses, non, peut-être? Oui, Excuse-moi. évidemment que c'était une espèce de cellule. Ouais. Mm. Donc, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque ce soir, c'est la nuit de la lecture. Avant d'entendre lire Audrey, on va parler de ce fameux livre Betty, donc, qui a été un véritable phénomène de librairie. Betty, c'est quoi? Je le résume, Audrey, ou vous voulez le résumer, vous, vite Oh, fait? vas-y, tu fais ça très, très Alors, bien. on va dire que c'est dans l'Ohio rural des années 60-70, l'enfance poignante d'une jeune fille métisse qui échappe à la violence de son monde intérieur, de sa famille, et elle le fait en écrivant de ce qu'elle vit. Est-ce que c'est un bon résumé à ton avis? On peut dire ça Oui, comme oui, c'est un bon résumé. C'est la construction d'une femme, en fait, de l'âge enfant jusqu'au début de l'âge adulte, euh, qui va se rendre compte que la réalité du monde qui l'entoure est assez violente, contrairement à ce que son papa lui a fait croire pendant les premières années de sa vie, non pas pour la blesser, mais simplement parce qu'il a une façon d'expliquer les choses qui est très poétique et qui est très vraie aussi. Et quand elle va rentrer à l'école, être confrontée à d'autres personnes, elle va se rendre compte que la vie n'est pas si rose que ça. Et elle va être effectivement, vu qu'elle est métisse, confrontée à une violence qu'on ne souhaite à personne. Ouais. Est-ce que tu peux nous lire un passage, justement? Oui, avec plaisir. Donc, c'est le tout début du livre. Voilà. Ah, je ne sais pas s'il n'y a pas une coupure. Audrey, est-ce que tu nous entends? Johan, Mince. tu nous entends ou pas? Oui, moi je vous entends bien. Ouais, Et Audrey s'est figée au moment de Ouais, commencer à lire. ouais. Elle doit avoir... je vous entends. Ah, ça y est, Ah, c'est c'est bon. revenu? Voilà. Ah, c'est frustrant ça. Vas-y. Là, vous m'avez? Oui, oui, c'est bon. Oui. Vas-y, tu peux Oui. y aller. J'ai J'y l'impression vais. Je ne suis encore qu'une enfant, pas plus haute que le fusil de mon père. Papa me demande à l'instant où je sors pour le rejoindre, tandis qu'il souffle un peu, assis sur le capot de la voiture. Il me prend le fusil des mains et le pose sur ses genoux. Quand je m'assieds près de lui, je sens la chaleur de l'été qui irradie de son corps, comme de la tôle d'un toit brûlant par journée torride.
Ça ne me gêne pas que les pépins de tomates provenant du déjeuner, les graines minuscules restent collées sur ma peau et y forment en relief, comme du braille sur une feuille. Mon cœur est en verre, dit-il en roulant une cigarette. Mon cœur est en verre. Et tu vois, Betty, si jamais je devais te perdre, il se briserait, et la douleur serait si forte que l'éternité ne suffirait pas pour l'apaiser. Je plonge la main dans sa blague à tabac, et je me laxe les feuilles sèches, les frottant séparément comme si chacune était un animal à part entière, vivant et se glissant entre les extrémités de mes doigts. Dis pas. C'est comment un cœur en verre? Je lui pose la question parce que je sens que la réponse sera encore plus extraordinaire que tout ce que je peux imaginer. C'est un morceau de verre creux en forme de cœur. Sa voix donne l'impression de s'élever par-dessus les collines qui nous entourent. Et le verre, il est rouge, pas? Aussi rouge que la robe que tu portes en ce moment même, Betty. Mais comment tu peux avoir un morceau de verre dans ton corps? Il est accroché avec une jolie petite ficelle, et à l'intérieur du verre, il y a l'oiseau que Dieu a pris tout là-haut, au paradis. Pourquoi il a mis un oiseau dedans? Pour qu'il y ait toujours un petit morceau de paradis dans notre cœur. Je suppose que c'est l'endroit le plus sûr pour un morceau de paradis. C'est quel genre d'oiseau, pas? Eh bien, petite indienne, dit-il en frottant son allumette sur le ruban en papier de verre de son chapeau à large bord, je pense que ça doit être un oiseau étincelant et que tout son corps brille de petits feux, comme les souliers de Ruby de Dorothy dans ce film-là. Quel film? Le magicien d'Oz. Tu te souviens de Toto? Il aboie et finit par un long hurlement. Le petit chien noir? C'est ça. Il plaque ma tête contre sa poitrine. Tu entends? Toc toc. Toc toc. Tu sais ce que c'est ce bruit? Toc toc. Toc toc. C'est le battement de ton cœur. C'est le bruit que fait l'oiseau en battant des ailes. L'oiseau? Je pose la main sur ma propre poitrine. Et qu'est-ce qu'il devient, cet oiseau, pas? Tu veux dire quand on meurt? En me regardant, il plisse les yeux comme si mon visage était devenu le soleil. Oui, pas quand on meurt. Eh bien, le cœur de verre s'ouvre comme un médaillon et l'oiseau s'envole pour nous conduire au paradis afin qu'on ne se perde pas en route. Tu sais, c'est très facile de se perdre quand on va dans un endroit où on n'est jamais allé avant. Je laisse mon oreille collée contre sa poitrine et j'écoute le battement régulier. Dis pas, je lui demande. Est-ce que tout le monde a un cœur en verre? Non. Il tire une bouffée de sa cigarette. Juste toi et moi, ma petite indienne. Juste toi et moi. Il me dit de me reculer et de couvrir mes oreilles. Sa cigarette pendant au coin des lèvres, il lève son fusil et tire en l'air. Merci beaucoup, Audrey. C'est magique, hein, la lecture, quand même. C'est un Ouais. métier aussi, j'ai envie de dire, la voix. C'est une performance de tous les deux CD, là. On ne voit pas passer, on va dérouler. Vous avez une voix qui nous a. On a Merci. ce roman est envoûtant, mais votre voix est aussi envoûtante. Et ça, c'est. Là, il y a eu un moment suspendu. Hein. Je pense que là, tout le monde était Ah, pris. merci. Je dirais même ces voix, parce qu'évidemment, il y en a Ouais. plusieurs, Oui, et plusieurs. on voit on Ouais. voit les voix qui vous traversent. Ouais, c'est autant en écoutant que là, en voyant aussi l'image. Ouais, moi, C'est physique, j'aime beaucoup. physique une lecture, hein, quelque part. Puis surtout dans ce livre, il y a beaucoup de dialogues, hein, père-fille, et Ouais. moi, j'étais impressionné. Alors, au début, en fait, ben, je vais vous dire, quand je l'ai écouté,
Et puis, à un moment, je me suis mis à douter. Je me suis dit, mais il n'y aurait pas une deuxième voix? Et donc, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Il ne me semblait pas, hein, mais j'ai quand même eu un doute. Donc, au début des dialogues père-fille. Ouais. Non, c'est vraiment très beau. Ah, merci beaucoup. Il faut souligner la performance d'Audrey, vraiment. Mais tu as aussi une belle performance. Alors nous, on va s'attaquer à ça. Donc, avant qu'on commence à parler du vif du sujet, donc, tu vas résumer ton livre. Parce qu'il y a Oh bah non, ne me fais pas ça. Non, alors, on va dire quoi alors, bien résumé. Alors, Johan est déjà venu. Il a fait la 8e rencontre, un endroit où aller. C'était le 29 avril dernier. Là, on est content parce que depuis août, si je ne me trompe pas, la notice d'Interpol est levée en ton encontre. Ça veut dire que Johan est libre de circuler dans le monde. S'il veut retourner en Russie, c'est ça, tu peux retourner en Russie. Non, je peux pas. Je peux pas retourner en Russie. Non. je suis toujours condamné en Russie. Puis alors, vous avez vu ce qui se passe récemment en Russie? Non, oui. Pas envie d'y aller. Je m'amuserais pas à y aller. Non, mais c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Écoute, parce que regarde, avant, je pouvais me présenter en disant je suis recherché dans plus de 200 pays. Ça avait quelque chose d'intéressant. Alors, pardon, je vois que je suis en train de perdre. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend très bien. Ah, pardon, ok. Ouais. C'est bon, j'ai eu un décalage de son. Bon, bref, non, c'était une plaisanterie, mais oui, évidemment que je suis content d'avoir retrouvé ma liberté de mouvement, enfin, très relative, étant donné qu'aujourd'hui, à peu près personne ne bouge. Mais... Oui, mais bon, j'ai envie de dire. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, donc Johan Barbero a été arrêté en Sibérie orientale. Alors, je ne saurais pas prononcer ce nom, c'est Irkoutsk. Comment on dit là? Alors, je travaillais à Irkoutsk. Voilà. Capitale de la Sibérie orientale, près du lac Baïkal. Ouais. J'étais directeur d'une alliance française jusqu'au jour où j'ai été arrêté brutalement. C'est le début du livre. Voilà, et puis je vais raconter ces presque 3 années où je vais passer par la prison, l'hôpital psychiatrique, je vais vivre une aventure sur les routes de Sibérie aussi, je vais traverser toute la Sibérie, je vais m'échapper, voilà, c'est un peu cette histoire, cette réalité qui dépasse la fiction que je raconte, et puis en racontant mon amour de la Russie aussi, hein, qui reste. Et de la littérature aussi. De la littérature, bien sûr, des auteurs qui m'ont soutenu, aidé à m'en sortir. Et puis en dressant des portraits aussi de gens que j'ai croisés en prison, mais pas que. Voilà. Alors ici, on t'écoutait. Alors je sais. Alors il y a un truc merveilleux dans la lecture de Johan. On entend un tambour chamanique. Qu'est-ce que c'est qu'un tambour chamanique? Parce que ça, je ne savais pas ce que c'était, mais ça apporte beaucoup au texte, je trouve. Tu regardes, il est derrière, là, je l'ai mis dans le décor. Je le vois, mais c'est bien, je ne connaissais pas ce truc. Alors, c'est un tambour qui a été fabriqué par un chaman en Carélie. Donc, c'est au nord de la Russie, nord-ouest, frontière de la Finlande. Voilà, c'est dans cette région-là. Je fais des petites allusions au chamanisme dans le livre, c'est pas un grand sujet, mais autour du lac Baïkal, c'est une région où les pratiques, où il demeure des chamans et il reste des pratiques chamaniques. Et moi, j'ai pratiqué le tambour chamanique. Bon, c'est un instrument, hein, c'est à percussion, mais qui est fabriqué en peau de bête. Voilà. Et alors, j'ai proposé ça. Comme quoi, vous voyez, Audiolib, ils sont quand même très, très ouverts. Hein. Puisque je suis arrivé et j'ai proposé ça à Camille, je lui ai dit, bah voilà, il se trouve que pour ce qu'ils appellent les virgules sonores, là, l'habillage sonore, je savais que, bah voilà, qu'il faisait ce genre de choses, et je leur ai proposé ça, d'enregistrer un peu de ce tambour qui irait avec le texte. Parce que donc, quand j'écris, j'ai une grande conscience du rythme aussi, et voilà, bon, tout ça est cohérent, quoi. J'ai fait des lectures avec ce tambour, d'ailleurs, avec un violoncelliste, ce tambour et ma voix, on a fait des lectures aussi voilà, musicales. Alors là, c'est au début de chaque piste. Hein, ouais, et ça va très bien. Il y a quelques... Allez, on va t'écouter, parce qu'on a envie de t'écouter lire ton texte. Ça va bien. Alors, qu'est-ce que je peux lire? Je vais lire, pour changer un peu, là, je vais lire quelque chose qui ne me concerne pas directement. C'est ces moments où je dresse des portraits. Donc là, c'est un passage, nous sommes en prison.
Et puis, pour pas que ça soit trop long, il va y avoir dans ce passage deux portraits, un court et puis un petit peu plus long. Donc, c'est les premières personnes que je rencontre en prison. Kostia, le taciturne, est rongé par la honte et par l'angoisse. Chaque jour, son visage s'effondre un peu plus. Article 264. Une affaire de mâle alcoolisé au volant, là encore. Un soir, il joue les pilotes de course pour impressionner sa passagère. Il n'a pas bu, pas trop, mais suffisamment pour s'étonner de sa rencontre avec une piétonne après avoir négligé un feu rouge. Morte sur le coup. Il l'espère, car à la suite du choc qui éjecta la malchanceuse, la voiture a poursuivi sa course sur la glace. Elle passa sur le corps 2 fois. 2 fois parce qu'il fit marche arrière. Pourquoi ? C'était dans la panique, je ne sais pas. Il prendra à coup sûr la peine maximale, 7 ans. Dommage. Il commençait à travailler et à oublier un peu ses années d'orphelinat, cette famille américaine qui devait l'adopter puis changea d'avis. Il pense parfois à l'Amérique, à sa Nastia, son amour, elle l'attendra. Elle danse la country, elle est super. La détresse, ce sont les yeux lavés de Kostia, grand dadais démoli au premier âge. Il s'assoit sur la couchette supérieure, ses jambes en échalas balancent dans le vide. C'est de tous le plus silencieux. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une misère désarmante. Ses lèvres s'agitent, des mots avancent timidement, comme toujours sur les scènes du théâtre de la cruauté. Adam est le seul bavard. Il ne tombe jamais sa façade sardonique. Pour se présenter, il a une phrase rituelle. On m'appelle Adam le colérique. Les gardiens voient en lui un chien fou qui mérite le bâton. Je vois un homme droit et une vitalité farouche. Il veut me conter son histoire dans les moindres détails. Article 338. Il a piégé et humilié publiquement un instructeur militaire. Il m'en parle avec un grand sourire satisfait. Il avait ses raisons. La bouche d'Adam va vite, elle n'articule pas. Je comprends que son frère cadet est mort il y a quelques années. Les circonstances m'échappent. Le gosse était turbulent, mais d'une gentillesse sans fond. Une main l'a stoppé net. Un flic éméché l'a battu à mort. Le petit frangin s'est défendu du haut de ses 10 ans, a rendu des beignes furieuses. Il serait mort de rage, dit un témoin, écrasé au sol par la brute qui lui brisa les côtes et fit exploser son jeune foie. La mère sombra dans la folie. Adam devint le colérique. Le temps passe. Il obtient son diplôme de fin d'études et se retrouve soldat. Il a tenté d'y couper, mais le service militaire est obligatoire en Russie. À la caserne, il croit reconnaître le flic. C'est possible. Celui-ci n'a écopé que d'un blâme à l'époque. Adam se renseigne, aucun doute. Le meurtrier de son frère est devenu instructeur de l'armée de terre. Une nuit, il piège et ligote le salaud avec la complicité de quelques camarades. Il l'enferme dans une cabane abandonnée au milieu de la forêt. Adam a un plan. Il veut faire croire à une désertion. L'instructeur n'est pas apprécié de sa hiérarchie ni de ses collègues. Son affectation est récente. C'est crédible. Surtout si des soldats témoignent contre lui. Ils sont plusieurs à en faire le serment. Le coup ne fut pas loin de réussir. Tout était prêt pour la grande scène de l'arrestation. Adam devait libérer le captif, une patrouille l'aurait appréhendé immédiatement et conduit au mitard. Jugé, accablé, il aurait été condamné à la peine maximale, 10 ans. Le colérique ouvre la porte de la cabane. Vide. Le salaud s'est échappé. Il vient d'apparaître sur la base, dans un état épouvantable, tremblotant, couvert de sa propre urine et de ses excréments, incapable d'aligner une phrase. Il y eut du raffut toute la nuit. On enquêta, on fit l'appel, on constata l'absence d'Adam. Rendue publique, l'affaire eût été désastreuse pour le bataillon. Des têtes seraient tombées. Alors, l'instructeur merdeux fut éloigné. Il obtint une nouvelle affectation. Adam avait manqué à l'appel, il fut accusé. Article 338. Comme tout déserteur, il risque 10 ans. Ses complices sont devenus témoins à charge. L'homme jouit d'un statut d'exception parmi nous. Il ne peut quitter la cellule que menotté. Son article l'exige. Avant la promenade, il se place dos à la porte.
Un gardien lui attache les mains à travers le passe-plat. Ensuite seulement, il sort. Et nous, à sa suite. Tu vois, Adam le colérique, j'ai écrit ton histoire, comme promis. Belle lecture aussi. Merci. Bon, comme c'est la nuit de la lecture qu'on a envie de vous entendre, Audrey, on va enchaîner avec ta deuxième lecture. Allez. Ah, ok. Donc, c'est un petit peu plus loin dans le roman. Je pense qu'elle a 8-9 ans à ce moment-là. Des citrouilles creusées en lanterne, accrochées à l'extérieur des maisons, prêtes à me saluer avec leurs sourires et leurs yeux en triangle. Des bonbons achetés à l'épicerie dont les emballages crissent dans les sachets, tandis que les feuilles mortes s'envolent, hors d'atteinte du vieil homme trop fatigué pour les mettre en tas. Une écharpe violette, emportée par le vent dans un chemin de terre, et une corneille quelconque qui passe dans le ciel. Voilà ce que signifie pour moi le mois d'octobre. Un cercle envahissant d'ombres automnales, de fantômes et de mer. En ce jour d'Halloween, quand maman m'a appelée dans sa chambre pour me mettre mon déguisement, je savais exactement ce que je voulais. Des cigales. Je veux être une princesse avec une robe faite d'enveloppes de cigales. Je veux des ailes aussi, des ailes faites de violettes. Et moi, je veux être une reine avec le vagin d'une vierge, me répond ma mère. Mais il y a peu de chances que ça arrive, tu crois pas? Elle a ajouté une nouvelle couche de rouge sur ses lèvres déjà maquillées. De toute façon, les princesses n'ont rien à voir avec toi, Betty. Cette peau couleur de boue, ces cheveux raides. T'as déjà vu une princesse qui te ressemblait? Elle a posé son tube de rouge et d'un geste brusque m'a tiré devant elle pour me placer devant son miroir. « Qu'est-ce que tu vois ?» m'a-t-elle demandé, tandis que son reflet scrutait le mien. Ce que je voyais en moi, c'était mon père. Les mêmes cheveux noirs, les mêmes sourcils fournis. J'avais la même mâchoire prononcée et son nez fort. Mon père disait que les os de nos joues étaient ceux des pattes des premiers cerfs. Nos pommettes s'approchaient autant du ciel que le bond d'un cerf. Et puis, il y avait notre peau brune, quelque chose dont j'essayais de me débarrasser en offrant des sacrifices à la rivière. Je me disais que c'était des offrandes que la rivière allait aimer. Des fleurs de cerisier, de l'écorce d'arbre, une paire de bas en nylon de maman. Un jour, j'ai même attrapé un grillon que j'ai lancé dans l'eau brunâtre. J'ai pensé qu'il atteindrait la rive, mais il s'est noyé avant. J'espérais que ce sacrifice serait suffisant, si bien que j'ai sauté dans la rivière et j'ai retenu ma respiration aussi longtemps que mes poumons l'ont permis. Je croyais que lorsque j'émergerais à la surface, l'eau aurait lavé la couleur de ma peau. Le grillon est mort pour rien. Et même si tu étais belle, Betty, a poursuivi ma mère, tu ne pourrais pas être une princesse. Une Carpenter n'a pas les moyens de s'offrir une couronne ou un trône. Elle a pris un vieux peignoir que nous avions trouvé dans un coin de la chambre de Trustine et Lint quand nous avions emménagé. Après avoir nettoyé la maison et jeté la plupart des objets décrépits, maman avait gardé ce peignoir. Il avait la couleur de la rouille. Il était tacheté de marques sombres qui donnaient l'impression que quelque chose y avait saigné. La poche de devant contenait le squelette d'une souris partiellement préservée et la peau, desséchée, était restée collée aux tout petits os. La souris était enveloppée dans une feuille de papier jauni sur laquelle on avait tracé, d'une écriture tremblotante, un vers d'Emily Dickinson. Puisque je ne pouvais m'arrêter pour le trépas, il eut l'amabilité de s'arrêter pour moi. Enlever le papier où le squelette nous donnait le sentiment de profaner une tombe. Alors nous n'avions pas touché au reste. « Oh maman, je ne veux pas mettre ce peignoir !» Elle s'est mise à hurler, estimant que j'étais trop longue à enfiler les manches. Ensuite, elle a placé un coussin sur mon ventre. Pendant qu'elle refermait et nouait le peignoir sur le coussin, je lui ai demandé ce que j'étais censée être. Une ensorceleuse.
une harpie, une diablesse. Elle a souri, découvrant ses dents. Puis elle a ajouté « On dit aussi une vilaine sorcière, et ça, une Carpenter peut se permettre de l'être, sans problème. » J'ai pas envie de trop dire parce qu'après... on a envie de dire Betty sort de ce corps. Hein. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Comme il y aura des questions après, Johan, on va enchaîner avec toi. On a envie de t'entendre dans une deuxième lecture parce qu'après, vous aurez des questions du public. D'accord, alors. Donc là, je ne peux pas dire Johan sort de ce corps parce que c'est toi là. Hein, oui, c'est ça. Tiens, ben, je vais quand même entrer dans un truc. Ça va être plus court, mais c'est une longue phrase. C'est un passage que j'aime bien lire. C'est dans un passage qui s'appelle Sibériade où je parle de la Sibérie. Et j'essaye en une page, un peu plus, qui est une longue phrase, de dire un peu ce que c'est que cette folle histoire de la Sibérie. On a dans l'imaginaire, nous, Européens, la conquête de l'Ouest américain, toutes ces histoires ben voilà, qui ne sont pas étrangères à Betty, d'ailleurs. Mais on connaît beaucoup moins, en fait, cette folle histoire de la conquête de l'Est et de la conquête de la Sibérie. Alors, je vous lis juste ce qu'il y avait en exergue du chapitre. À chaque début de chapitre, je donne la citation d'une chanson, d'un auteur, d'un poète russe, qui est aussi un fil dans le livre. Et voilà, pour faire comprendre ce que je disais. Dans son premier article écrit en français, Édouard Limonov fait l'éloge de la Sibérie. Il conclut « Les metteurs en scène soviétiques qui parcourent l'Europe et les États-Unis en quête de sujets sont vraiment cons. » voilà ce que disait Limonov. Alors, il s'adresse aux Russes, évidemment, en disant ben voilà, on rêve tous d'Amérique, mais regardez, on a la Sibérie sous nos yeux, et c'est ça le sujet pour nous, Russes. Et alors voilà, donc j'ai essayé de dire un peu ça dans ce petit passage. Alors, je vais commencer ici. La grande prose de Sibérie reste à inventer. Un jour, quelqu'un osera peut-être des mots couleur tchernosium, des mots lumineux et crus, gelés mais brûlants, de grands blocs de glace furieux qui diront le conquérant Yermak et son ennemi, le clownesque Khan Kouchoum. Ils diront la neige rouge du sang des Cosaques égorgés, la neige gluante du boyau des vaincus. Ils diront les rochers, les arbres, les plantes et les bêtes. Ils nommeront parmi d'autres Poussa sibirica, le phoque de Sibérie qu'on appelle communément Nerpa et qui est gros, gras, la grâce même lorsqu'il tourne boule dans l'eau. Ils nommeront les vents Sarma, Kultuk et Bargouzine, ces souffles insanes qui débarquent sur le Baïkal sans crier gare et qui font monter des vagues de 6 mètres par-dessus les pêcheurs. Et puis l'hiver, ils feront descendre du Grand Nord des hommes tirés par des rennes. On se perdra dans la géographie, la légende. Il y aura les histoires des Tchoukch, des Évènes, des Bouriates et des Yakoutes et des Mansi et des Khanti et de tous les autres encore. Il y aura un chemin de fer magistral sur plus de 9000 kilomètres et des villages entiers s'engouffrant dans le transsibérien, dans la joie, pour migrer vers la libre et riche terre de Sibérie, celle qui jamais ne connut le servage. On s'y égarera, on entendra le tambour et les transes des chamans, la fièvre et le râle des chercheurs d'or, la fièvre et l'agonie des Èques, des exilés, on croisera l'œil sauvage des chasseurs de Zibline, l'œil définitif des commissaires rouges, et les vieux croyants, et les ermites, et les assassins, tous engloutis dans la fabuleuse masse végétale. Ce sera âpre et chaud, un thé très noir dans une hutte cernée par le gel. Ce sera doux et bleu crépuscule, un ciel plus haut que nulle part ailleurs. Ce sera ignoble et glorieux. L'humanité chétive en son chaos mortel. Voilà. Alors, pour ceux qui ont lu les 2 livres, je vous conseille vraiment d'écouter ces 2 audiolibres parce que vous allez avoir une lecture complètement différente. Moi qui avais lu les 2, je les ai écoutés. On a une autre façon de le lire, de l'écouter. Et alors, c'est un libraire qui va vous dire ça si vous ne les avez pas lus.
écoutez-les. Parce que vraiment, les performances vocales d'Audrey et de Johan sont vraiment fabuleuses. Je ne sais, alors, on va rappeler Camille, si elle veut bien se reconnecter avec nous, parce que c'est important aussi. Voilà, Camille, je ne sais pas si tu es d'accord. Alors, Je suis tout à fait d'accord. tout le monde est là. Mais voilà, donc écoutez-les parce que vraiment, ce sont des belles lectures, une vraie performance j'allais dire d'actrice, de comédienne et de lectrice pour Audrey, et une nouvelle facette de Johan, lecteur, qui pourra peut-être aller sur les planches un jour, peut-être. Frédéric, j'imagine que tu as des questions pour alors, des questions, des remarques, plein de choses. Alors, évidemment, j'ai une remarque qui vient tout à fait en complément de ce que tu disais. C'est vrai que c'est totalement différent, même quand on les a lus. Tout d'un coup, on entre dans le texte par le chant du texte et par la vibration du texte. Et c'est totalement… Il y a Virginie qui nous dit « J'adore, je ne sais pas pourquoi, mais cette voix et cette poésie, ça me transporte et c'est tellement beau. » Alors, on est là sur la lecture de Betty. J'ai écouté 2 extraits de la lecture de Betty et je me suis laissée embarquer. Ça, c'est une autre lectrice. C'est une expérience que je n'étais pas sûre d'apprécier et apparemment si. Et ça peut être super. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne connaissent pas cette expérience et qui, je pense, c'est incomparable. Voilà, il n'y a pas de lien, si ce n'est qu'à la fin, on connaît les 2 mêmes histoires, mais sous un angle tellement différent que c'est presque 2 histoires. Alors, on va rester sur la lecture de Betty, juste parce que je lis, ce n'est pas des questions, mais c'est sublime, superbe lecture, magnifique, bravo, on dirait la voix de Fanny Ardant, merci pour ce magnifique moment. Cette voix donne tellement vie à Betty, donc Betty sort de ce corps, on est d'accord avec ça. Et Johan, alors j'ai une question là. Bonjour à tous, j'ai une question pour Johan. Concernant la couverture de votre livre, cette couverture, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est quand même la couverture aussi qui est sur l'audiolib. Cette couverture donne une identité photographique et visuelle à votre écrit. On y voit une voiture avançant dans un blanc polaire, sans beaucoup d'horizon, une sorte de mur glacé surplombé d'un futé. Alors j'aimerais savoir si le conducteur s'appelle Johan Chick avant son arrestation, un aventurier amoureux de la Sibérie avançant sans savoir ce qui l'attend quelques mètres plus loin, Johan Lezec, un prisonnier malgré lui, ayant un avenir incertain promis au travail glacé, Johan Barbaro le blessé, mais survivant, revenu dans son pays d'origine, qui vit comme bon lui semble, sans trop se soucier de demain, réalisant la chance de chaque personne d'être libre. Vous devez le connaître. Hein. C'est constant, c'est constant. Non, ben ça me dit rien, mais alors merci Constant pour cette question. Je sais pas quoi dire. Alors, commençons par la couverture. Je peux dire quelques mots de la couverture parce que c'est la couverture de toutes les Discords en réalité, parce que c'est toujours pareil, c'est des histoires de toutes les Discords. Non, hein, c'était pas très important. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je l'aimais pas trop cette couverture. Au départ, c'est l'éditeur qui l'a choisi. Alors, si, il y avait le côté sur la route, mais bon, j'aurais pas forcément, moi, choisi ce visuel-là. Après, il se trouve que beaucoup l'aiment, cette couverture. D'autres l'aiment pas du tout. Bon, peu importe, c'est pas… En réalité, parfois, évidemment, enfin, quand on a écrit un livre, on est attentif à beaucoup de choses, et puis voilà, mais bon, en réalité, c'est pas très, très important. C'est une couverture, voilà, le livre est comme ça, et puis c'est une jaquette, en fait, hein, qui se met sur le livre, qu'on peut enlever ou garder. Alors, c'est un montage, oui, si on veut continuer sur le commentaire visuel, en fait, il y a 2 parties. Hein, il y a la voiture, et puis en effet, là, ça a été coupé brutalement, mais c'est ce qu'ils voulaient produire, l'effet un peu fantastique, en fait, parce que ce n'est pas un paysage réel, c'est 2 images qui ont été superposées, et la voiture qui va dans le blanc avec ce truc, bon, elle va vers un espace un peu fantastique. Ça, c'est ce que j'aime bien, parce que dans ce que je raconte, il y a un peu cette idée-là parfois, d'avoir cette impression d'être plongé dans une aventure fantastique. Alors, dans les 3 propositions, là, je ne sais pas, alors, dans l'idée de l'éditeur, dans ma tête aussi, ça, c'est plutôt le moment juste avant de franchir la forêt estonienne. Ça, si ça représente quelque chose, c'est plutôt la forêt estonienne, et c'est plutôt le moment décisif, en fait. Si ça doit représenter quelque chose, c'est le moment décisif, juste avant de soit mourir, soit sauver sa peau, quoi, hein. Ce serait plutôt…
Plutôt ça. Et puis, alors, si j'ai bien compris la question, il me demandait qui j'étais dans tout ça. Je suis tout ça, en fait. Je suis resté l'amoureux de la Russie, celui qui vit avec des blessures ou des cicatrices, peut-être, mais comme tous, en fait. On a les nôtres, chacun. Et voilà, transformé par cette expérience sûrement, mais pour le meilleur, c'est ce que je crois. Alors, pour continuer juste avec Johan, parce qu'il y avait aussi des remarques sur la lecture, c'est une belle lecture d'auteur, formidable, je ne connais pas, mais ça me donne envie, je vais à la conquête de l'Est, je pars en Sibérie demain matin. Ok. C'est bien si ça produit cet effet-là. On est bien dans l'ambiance, bravo. Alors là, on revient à Betty. J'avais lu My Absolute Darling, que j'ai ensuite écouté dans la version par Audiolib. Une expérience inoubliable, tant la lectrice donnait vie à Turtle. Là, avec Betty, j'ai la même impression. Il y a cette remarque chaque fois, parce qu'on ne réalise pas à quel point, et là, on le voit en voyant Audrey, en fait, on voit vraiment le travail autour des différents personnages. Là, il y en avait 2, mais quelquefois, il y en a 3 et on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas qu'un seul comédien. Donc ça, c'est assez troublant. D'ailleurs, alors, je vais poser une petite question à Camille. Est-ce que, une dame demande, est-ce qu'on peut devenir une voix quand on lit et qu'on a l'habitude de lire à haute voix, ou est-ce que c'est vraiment que des comédiens qui font ça? Alors, nous, on fait le choix de ne travailler qu'avec des comédiens professionnels ou avec les auteurs, évidemment. Mais c'est quand même un travail, comme on l'a dit, qui demande beaucoup de concentration, d'endurance, d'expérience. Et donc, souvent, c'est les comédiens qui enregistrent des livres audio ont déjà une expérience du théâtre et ou du doublage, du voice-over, du travail de la voix, quoi, vraiment. Et ça nous paraît vraiment indispensable pour tenir sur la durée, parce que voilà, comme Audrey et Johan le disaient, c'est des jours d'enregistrement dans une petite pièce, concentrés sur un texte, et il faut parvenir à tenir sur la durée, incarner plusieurs personnages sans les caricaturer. Et donc voilà, on fait vraiment confiance pour ça à des comédiens professionnels, et puis surtout, c'est leur métier, il faut qu'ils vivent de leur art, donc c'est important aussi qu'on fasse ce choix-là. Par contre, pour les grands fans amateurs de lecture à voix haute, il y a plein d'organismes qui permettent de donner sa voix, et notamment pour les personnes malvoyantes, ou même pour le plaisir d'enregistrer des textes classiques qu'on met à disposition sur Internet, sur YouTube ou sur des sites dédiés. Ça, c'est tout à fait possible pour n'importe qui. Les médiathèques, quelquefois, oui. proposent, effectivement. Et il n'y en a pas assez des livres lus. On peut toujours enrichir. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, je vais quand même continuer avec Camille pour poser la question qui tue. Est-ce que quand un auteur veut lire son texte et qu'il est vraiment catastrophiquement mauvais et qu'il va desservir son texte, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça nous arrive très rarement, heureusement. Il y a souvent, quand les auteurs proposent, ça marche bien. On a de très beaux exemples avec Yoann Barbero, avec Pierre Lemaitre, avec Véronique Olmy. Voilà, il y a de très belles lectures d'auteurs. Je ne vous citerai évidemment pas de nom, mais c'est arrivé une fois ou deux qu'on se mette d'accord avec l'auteur pour que finalement il ne le fasse pas après un petit essai. Mais c'est vraiment très rare. Il faut quand même préciser aussi qu'il y a des auteurs, vous avez cité Véronique Olmy, et il y a aussi Véronique Ovaldé, il y a des auteurs qui sont aussi comédiens, qui ont été comédiens, donc du coup, voilà, ça résout le problème. Excuse-moi Frédéric, est-ce qu'il y a des comédiens qui se positionnent pour lire des textes spontanément? Est-ce que c'est possible ça aussi? Est-ce que par exemple Audrey pourrait dire demain, t'appeler en disant, voilà, je veux lire, est-ce que vous avez prévu de sortir tel livre voilà, et je voudrais le lire. Est-ce que ça se fait ça aussi? Alors, forcément oui, parce qu'on discute beaucoup avec les comédiens et ils nous donnent leur goût, leur souhait de lecture. Après, on ne peut pas tous les réaliser, donc ça arrive de temps en temps qu'on arrive à associer le texte que voulait le comédien au moment où il le voulait. C'est quand même pas très souvent, mais ça peut arriver, oui, quand même. Je pense notamment à Shantaram, qui était un souhait du comédien Damien Viteka et qu'on a effectivement considéré sur sa proposition et qu'on lui a fait enregistrer. D'accord. Voilà, je repars, je referme ma parenthèse. Non, mais tu interviens quand tu veux, tu es la bienvenue. Est-ce qu'il y a un casting? Est-ce que ça existe, les castings de voix? Oui, c'est souvent comme ça qu'on choisit les comédiens, même. 80% des projets passent par un casting de voix, y compris pour Betty, par exemple.
Et y D'accord. compris pour moi, hein. Moi, j'ai passé un casting, hein. On a fait un petit essai, ouais, avec Non, mais Johan, c'est vrai, en effectivement. plus, Ouais, non, ouais. il faut le dire, il y avait un essai, c'était pas, Ah, c'était pas on y va et on voit ce qui se passe. On a fait quand même 1 heure d'essai, je pense, hein, Ouais, à peu quelque près, chose ouais. comme Ouais. ça, en studio, et on s'était dit qu'après cette heure d'essai, enfin, vous m'avez dit qu'après cette heure d'essai, on verrait, quoi. Et tout alors s'est bien passé. Donc, ouais. parce que en fait, mettons, je vais dire une bêtise, mais peut-être, rappelle-nous le temps combien ça représente de temps par rapport au temps réel du livre. C'est le double, en fait. Pour enregistrer un livre de 10 heures, il faut 20 heures. Donc, pour les 16 heures de Betty, il fallait plus de 30 heures d'enregistrement, par exemple. D'accord. Il faut préciser qu'il y a, je sais, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des comédiens qui ne sont que voix, qui ne travaillent que par la voix. Alors, ils font aussi des pubs, ils font parfois aussi des doublages en cinéma, mais il y a des comédiens qu'on ne voit jamais et qui font ce métier voilà, de cette façon-là. Moi, j'ai envie de demander à Johan, qu'est-ce qui a quelque chose qui t'a étonné, changé? Est-ce qu'il y a, après cette lecture, qu'est-ce que ça t'a apporté? Euh, oui, il y a des moments que j'ai vus différemment, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais c'était surtout, en fait, l'expérience de la durée. C'est ça qu'on fait. Donc, je l'ai fait en 4 jours. Donc, tous les jours, c'est ça, c'est le rendez-vous dans la cellule monacale, comme je disais, avec le... Et puis avec le... Ce qui est important, en fait, c'est d'être... c'est comme les comédiens qui ont besoin d'un regard, où je m'en suis rendu compte hein, pendant on a besoin d'une oreille ou d'un regard bienveillant de l'autre côté de la vitre, hein. C'est ça. Enfin, moi, en tout cas, j'avais besoin de ça. Donc voilà, donc il y avait deux personnes qui étaient là, ouais, un technicien et puis comment on l'appelle, Une directrice une artistique. directrice artistique, Mm. voilà, je cherchais le Mm. terme. Ouais. Je Oui, oui, précise que ça s'est passé au studio Nova pour toi, Johan, et au studio 5 sur 5 pour Audrey Oui. en Oui. Belgique. ouais. Et pareil, on est de l'autre côté de la vitre, effectivement, il y a toujours l'ingé son qui est là, Ouais. mais qui fait plus que prendre le son. Il est à Ouais. l'écoute du texte, il suit le texte, il nous rappelle les voix qu'on a fait aussi quand on a plus parlé d'un personnage pendant quelques chapitres. Et effectivement, c'est une oreille et un regard bienveillant à chaque fois. Ouais, Et ils c'est entendent très tout, hein. important. Ouais, 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 ouais. c'est très Ils C'est entendent important. super vraiment important. tout. Pour C'est une l'avoir fait, équipe, hein. pour l'avoir fait aussi, celui qui enregistrait me faisait des signes. Enfin, il y avait des choses imperceptibles. Parfois, il y a quelque chose qui se passe même dans le studio et il y a un truc imperceptible et il faut l'entendre. Ou même, soit on est fatigué et on dérape sur quelque chose. Voilà. Audrey, il y a quelqu'un qui demande combien de temps vous avez mis pour vous glisser dans l'ambiance de chaque personnage. Est-ce qu'il y a un temps pour ça? C'est difficile à dire parce que je commence un peu à me connaître et à savoir un petit. Avec Betty, ce qui était particulier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages masculins. Donc, je savais que j'allais partir dans une certaine. J'ai pas tellement pensé aux voix, mais j'ai plutôt pensé aux énergies. Je suis partie sur les personnages principaux. Donc, il y a Betty, la maman, le papa et certaines sœurs et certains de ses frères. Et puis après, certains, je ne les ai pas préparés. C'est parce que entre ce qu'on a dans la tête et puis ce qui sort quand on le dit, c'est pas toujours, ça donne pas toujours ce qu'on avait pensé, donc on se réajuste tout le temps. Mais je sais, en fait, ça vient. Betty, c'était très organique pour moi, ça respirait, ça me parlait très fort dans le rythme. Johan a parlé de rythme tout à l'heure, et donc c'était quelque chose d'assez naturel. J'avais une voix de petite fille quelque part qui me restait de mes expériences d'avant, et puis mélangée à l'énergie que j'avais du personnage, et puis voilà, on se lance, et puis on réajuste si on voit que ça va pas. C'est Oui, plutôt sur le terrain que ça se fait, en fait. On se lance, dit-elle. Bon, vous avez compris, en fait, c'est un métier, c'est ça, la réponse. Est-ce que vous y reprenez beaucoup? Est-ce que vous faites beaucoup de fautes quand vous enregistrez? Est-ce que vous ne perdez pas le rythme? Comment ça se passe? Oui, en fait, quand on lit, effectivement, parfois on bute sur des mots. Parfois, on se dit, c'est pas l'énergie qui colle avec la suite, donc on reprend. C'est pour ça qu'il faut le double d'heures d'enregistrement que ce qui va finalement figurer sur l'audio au final.
Mais oui, voilà, ça dépend de notre forme aussi de la journée, de ce qu'on a fait avant, de ce que, voilà, de notre concentration. Voilà, comme on doit être là, direct. C'est carpe diem, quoi. C'est ici, maintenant. Et puis quand c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Donc autant refaire plutôt que de regretter quelque chose qui nous reste en tête. Voilà, ça dépend vraiment. Et puis il y a des chapitres parfois très étonnants où on ne s'est presque pas arrêté. Ça dépend. Ça dépend. Je me rappelle de gros monologues de la maman de Betty. Quand elle a raconté une partie de son histoire, on l'a fait quasi en une fois. Il y avait quelque chose de... À un moment donné, on se laisse surprendre en tant que comédien par le texte. Et ça, c'est magique parce que c'est... Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'avoue que je prépare quand même beaucoup parce que je suis un peu didactique, mais parfois, le texte reprend le dessus sur une préparation qui pourrait donner moins de vie. Et donc, voilà, c'est des moments magiques. Et là, on peut dire un chapitre sans s'arrêter. Ça dépend. Ça dépend. Alors, pour la petite info, je vous dis qu'il y a des auteurs dont je fais partie qui payent un comédien pour leur lire tout le livre. C'est la dernière correction. Voilà, pour entendre s'il n'y a rien de... Voilà, moi, je fais ça à chaque livre. J'ai un comédien qui vient, qui me lit tout le livre. C'est comme ça que je fais le dernier jet. Merci à tous. Je vais redonner la parole à Nathalie. Vous savez qu'il y a des lecteurs qui choisissent en fonction de celui qui lit les livres. Ah oui? Ah. Oui, on choisit parfois les livres sur les comédiens qu'on a aimés, dont on a aimé la lecture. Voilà. Alors, je vais redire que ces 2 livres audio sont disponibles depuis hier. Vous pouvez les acheter dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi aller sur notre site, un endroit où aller, qui est un bel endroit, pour vous procurer. Vous pouvez aussi les lire en livre, il n'y a pas de souci, mais vraiment, vraiment, ça c'est un libraire qui vous le dit. Écoutez-les parce que là, ça vaut le coup vraiment. En plus, vous allez entendre un tambour chamanique, c'est magique, c'est génial. Donc voilà, et c'est vrai que la voix d'Audrey, Betty sort de ce corps, ça va rester, mais c'est vrai. Voilà, moi je voudrais vraiment remercier Camille d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Les éditions Audiolib. Remercier Audrey Dulster, donc, qui est comédienne-actrice de Betty. Remercier chaleureusement aussi Johan Barbero qui est venu pour la seconde fois, peut-être la troisième. Merci surtout. Te dire que, voilà, un petit clin d'œil, moi je ne peux pas lire ça sans penser à toi maintenant. C'est juste un petit clin d'œil. Vous dire que demain on se retrouve à 19h. Nous aurons la joie d'accueillir Céline Debaille qui viendra nous parler de son livre qui s'appelle Baudelaire et Apollonie, qui est sorti aux éditions Arléa. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Écoutez-les vraiment. Je vais le redire, mais vraiment. Écoutez la libraire. Voilà, écoutez-moi, pour une fois, ne lisez pas, écoutez, voilà, c'est chez Audiolib, c'est depuis hier, allez-y, dans les geôles de Sibérie et Betty, voilà. Encore 1000 merci à tous et à bientôt, j'espère,